Bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui paraîtra chaque mois et qui est consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations réalisées à l'œil nu ou aux instruments astronomiques en ce mois de décembre 2018. Cette émission va se dérouler en 4 parties. Tout d'abord, nous pourrons revivre le récit d'une mission qui a marqué l'histoire de l'exploration spatiale du système solaire. Nous pourrons avoir connaissance ensuite des principaux événements célestes de ce mois-ci. Nous pourrons aussi voir les éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin, nous verrons quels sont les objets du ciel profond à observer ce mois-ci. Nous serons donc en compagnie de notre astronome amateur Mathieu, qui vient du 49. Nous allons donc de suite l'écouter. Il va nous conter les péripéties d'une mission qui a participé au début de l'exploration robotique du système solaire. Donc, quelle mission avez-vous choisi, Mathieu ? Alors, j'ai choisi une mission à destination de Vénus. Pourquoi ? Alors, parce que Vénus, c'est la star de cette saison hivernale. Elle brille fortement dans le ciel en ce moment, elle est très haute même. Et en pointant un télescope dessus, eh bien, la nostalgie de toute l'exploration qui a eu lieu avant nous peut nous revenir en mémoire. Alors, c'est les observations télescopiques. Et puis, il y a eu également l'exploration robotique. Alors, tout a commencé donc dans les années 60, quand, pour situer le contexte à peu près, eh bien, le monde était alors dirigé par 2 superpuissances, d'un côté l'URSS, de l'autre les États-Unis. Chacun essayait d'établir sa suprématie. Alors ça passait sur le plan militaire, sur le plan économique, politique et autres. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que cette tentative de suprématie a aussi passé dans l'exploration spatiale. Et cette guerre froide, justement, a permis la grande ouverture de l'exploration scientifique de l'espace par l'homme. Alors, tout a commencé avec le premier homme dans l'espace, qui a été envoyé par les Russes. Ensuite, il y a également eu avant cela, d'ailleurs, le premier satellite Spoutnik, également un satellite russe envoyé dans l'espace. Et puis également, il y a eu la grande aventure de l'homme en direction de la Lune. Vénus était donc tout naturellement la prochaine destination, la destination suivante pour les explorations scientifiques. Alors, la mission donc, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une mission américaine, donc conçue par la NASA, qui a eu lieu dans les années 60, entre les années 70 et 80 environ. C'est une mission qui a eu un grand impact sur l'exploration de Vénus et qui a été malheureusement d'ailleurs, relativement peu connue. Alors cette mission, ça a été la mission Pioneer Venus Multiprobe, autrement appelée Pioneer Venus 2 ou Pioneer 13. Alors cette mission Pioneer Venus Multiprobe, elle est associée à un programme un peu plus vaste, appelé Pioneer Venus, qui comportait 2 missions. Celle dont on vient de parler, Pioneer Venus Multiprobe, et une autre, Pioneer Venus Orbiter. Alors, Pioneer Venus Orbiter, comme son nom l'indique, consistait en une sonde orbitale destinée à circuler en orbite autour de la planète Vénus et de l'étudier depuis l'espace. Cette mission a été envoyée le 20 mai 1978 et tiendra pendant 14 ans tout en effectuant des mesures atmosphériques. Pioneer Venus Multiprobe, qui nous intéresse, elle a été lancée un tout petit peu après, le 8 août 1978, et l'arrivée à destination de Vénus s'est faite au mois de novembre de la même année. Le 16 novembre donc 1978, les 4 sondes composant cette mission Pioneer Venus Multiprobe sont larguées. Alors, il y avait parmi ces 4 sondes une première sonde principale, une sonde atmosphérique, ainsi que 3 petites sondes
Alors, chacune a été lancée donc le 16 novembre pour la sonde atmosphérique principale et le 20 novembre pour les 3 petites sondes. Donc, pour donner les caractéristiques principales, la sonde atmosphérique principale eh bien, pesait 300 kg et quelques environ, et les 3 petites sondes atmosphériques, quant à elles, pesaient 90 kg. Alors, comment évoluer cette mission ? Eh bien, 2 des 3 petites sondes atmosphériques, désignées Nord et Sud, devaient pénétrer dans la partie de Vénus plongée dans l'obscurité, alors que la 3e, baptisée Jour, devait pénétrer dans la partie éclairée. Et cette dernière, d'ailleurs, émettra pendant 67 minutes après avoir touché le sol. Alors pour les Américains, c'était un petit exploit, puisqu'ils égalaient les Russes sur le même terrain. Donc les 3 petits modules de descente, paradoxalement, sont dépourvus de parachute, et leur descente va donc compter en fait sur le freinage atmosphérique, puisque l'atmosphère de Vénus était très dense. Alors, la descente va durer environ une 50aine de minutes. Les données sont commencées à être recueillies à partir d'une altitude de 70 km. A l'inverse, la sonde principale, elle, est munie d'un parachute, et ces instruments scientifiques sont activés quand l'altitude est d'environ 64 km. 18 minutes après le début de la rentrée atmosphérique, le parachute est largué alors que l'altitude est de 45 km et la sonde tombe en chute libre dans la région équatoriale du côté diurne de la planète. Alors elle va toucher le sol à 35 km/h, ce qui est quand même une belle petite vitesse, et elle va cesser immédiatement d'émettre. Alors, la plateforme, donc la plateforme qui comportait justement ces 4 sondes, la sonde atmosphérique principale et les 3 petites sondes, elle n'est pas équipée pour effectuer une rentrée atmosphérique, mais elle parvient tout de même à retourner des données durant 63 secondes avant de se désintégrer dans l'atmosphère de Vénus. Alors ce qui nous intéresse, eh bien, c'était le résultat de ces missions. Et le résultat a été considérable, puisque cela a permis de faire un bond dans la compréhension, la connaissance de la planète Vénus, notamment de son atmosphère. Alors on a compris qu'au-dessous de 50 km d'altitude, eh bien, les températures mesurées par les 4 sondes sont identiques à quelques degrés près, malgré la diversion de latitude. Donc elles sont comprises entre 448 et 460 degrés en surface. La pression, quant à elle, toujours au sol, est comprise entre 86 et 94 bars. Et la trajectoire reconstituée des sondes atmosphériques a permis de déterminer que le vent soufflait en moyenne à une vitesse de 200 mètres secondes dans la couche moyenne nuageuse, à 50 mètres secondes à la base de ces nuages, et tout juste à 1 mètre seconde, soit 3,6 km/h au niveau du sol. Les néphélomètres ont identifié 3 couches de nuages, aux caractéristiques différentes, et la découverte la plus remarquable, eh bien, concerne le ratio des isotopes argon 36, argon 40, beaucoup plus élevé que dans l'atmosphère terrestre, qui semble indiquer que la genèse de l'atmosphère vénusienne est très différente de celle de la Terre. Alors ce qu'on retiendra de cette mission spatiale, c'est... alors il n'y a pas eu beaucoup de missions spatiales de la NASA à destination de Vénus, il y en a eu par contre beaucoup plus générées par l'agence spatiale de l'URSS. Ceci dit, alors on connaît surtout le programme Venera, donc à destination de Vénus, qui était donc qui faisait partie du programme russe. Et ce programme a connu beaucoup d'échecs, mais a connu beaucoup de victoires aussi. On retiendra surtout des records de transmission et de fonctionnement au sol de ces sondes Venera, de quelques-unes d'entre elles. Mais Pioneer Venus Multiprobe, sonde américaine, eh bien, aura permis de compléter justement le programme Venera. Merci Mathieu de nous avoir conté cette histoire passionnante.
Maintenant, nous allons pouvoir connaître les principaux événements célestes de ce mois de décembre. Et nous allons commencer par déjà le 7, conjonction serrée entre Mars et Neptune en début de soirée. Donc là, Mathieu, quelles seront les conditions d'observation? Alors, l'observation va pouvoir se faire au-dessus de l'horizon sud. Neptune et Mars, donc, vont être vraiment très proches l'une de l'autre. Visuellement, Mars sera très légèrement au-dessus de Neptune. Et cette observation sera assez compliquée, assez délicate, parce qu'en fait, il faut savoir que les deux astres ont une luminosité très différente. Mars a quand même une magnitude de 0,1, magnitude qui est d'ailleurs désormais positive. Maintenant, alors on est bien loin de la Mars qu'on a connue cet été, qui était vraiment très brillante, presque plus brillante que la planète Jupiter, qui est déjà quand même le troisième astre, le quatrième astre, pardon, le plus brillant du ciel. Et Neptune, quant à elle, alors c'est une planète qui est vraiment très peu brillante, tellement peu brillante même, la magnitude c'est 7,9 environ, qu'elle sera inobservable à l'œil nu. Donc ça veut dire que pour les observer, eh bien il va falloir, pour observer Neptune, il faudra au minimum des jumelles. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques de chacune, hein, Mars a un diamètre apparent de un peu plus de 8 secondes d'arc, Neptune 2,3 secondes d'arc. Les deux planètes commencent à s'éloigner de la Terre, elles perdent un petit peu en intérêt. Mars est toujours en phase gibbeuse, donc quand on l'observe dans des instruments, on verra que ce n'est pas un rond plein, mais qu'il manque un petit bout en fait de Mars. Sa phase est d'environ 86%. Donc voilà, il y a un petit pourcentage qui est manquant. Alors va-t-on pouvoir faire de la photo? Alors oui, alors la photo, ça va être un peu compliqué en fait, parce que il va falloir procéder à des réglages assez spécifiques. Là encore, comme je le disais, la luminosité va jouer en la défaveur des photographes, parce que Mars est très brillante, Neptune est très faible. Alors, tout le problème, ça va être en fait de ne pas trop surexposer Mars, mais sans sous-exposer Neptune, donc en l'ayant quand même sur le cliché. Alors, va falloir monter en sensibilité, va falloir avoir une ouverture assez importante, c'est évident. Un temps de pause relativement long, si possible au moins une dizaine de secondes. Alors après, voilà, donc ça va être sur un boîtier, sur trépied. Et après, le mieux, c'est de procéder à ses propres réglages, faire ce qu'on appelle la technique du bracketing, c'est-à-dire varier les paramètres de l'appareil photo pour avoir une amplitude de divers clichés qu'après on va pouvoir trier tranquillement une fois à la maison. Alors, quelques petits conseils quand même d'observation. Donc, l'observation pourra se faire à l'œil nu seulement, on ne verra que Mars. Pour voir également Neptune, il faudra au moins une bonne paire de jumelles, si possible une petite lunette astronomique. Et comme les deux planètes vont être vraiment très près l'une de l'autre, eh bien on pourra même tenter avec un télescope, et en poussant un petit peu le grossissement, pour observer cette conjonction assez serrée. Inutile de dire là encore qu'il vaut mieux s'éloigner de toute source de pollution lumineuse et éventuellement être sur un terrain de campagne. Ensuite, le 9, les maximums de l'essaim météoritique des monocérotides. Donc là aussi, quelles seront les conditions d'observation? Alors les monocérotides, c'est une pluie d'étoiles filantes qui est active entre le 27 novembre et le 17 décembre. Le radiant de cette pluie, c'est la constellation de la Licorne. Alors c'est pas très loin de Bételgeuse. On repère l'étoile rougeoyante de la constellation d'Orion, qui est facilement visible et repérable.
même pour les débutants, au cas où on se repère sur une petite carte du ciel. C'est pas compliqué à repérer Orion. On prend donc Bételgeuse et le radian est à côté. Donc le radian c'est le point d'où semblent provenir les étoiles filantes. Et après, donc, ça va dans un peu toutes les directions. Donc il faut surveiller autour de ce radian en fait. Il faut savoir que cette pluie n'est pas vraiment intéressante, enfin, parce que l'inconvénient c'est qu'il va falloir avoir beaucoup de patience. Il n'est prévu que 2 météores par heure, donc c'est vraiment très peu. Ça fait un météore toutes les demi-heures, donc il va falloir s'armer de patience et de courage, parce qu'on arrive quand même en hiver. Sinon, la vitesse de ces étoiles filantes est de 42 km/s, donc une vitesse raisonnable qui nous permettra de les apprécier. Ensuite, pour le 12 décembre, la comète 46P Wirtanen va passer au plus près du Soleil. Donc je pense, Mathieu, que ce sera un événement assez important. Oui, voilà, donc bon, ça se passe 4 jours avant le rapprochement vis-à-vis de la Terre. Donc, elle va passer au périhélie de son orbite, c'est-à-dire au point le plus proche du Soleil. Alors, ce point le plus proche est quand même assez éloigné, hein, ça fait une unité astronomique, un petit peu plus d'une unité astronomique, c'est-à-dire qu'au plus près du Soleil, elle sera encore un peu au-delà de l'orbite terrestre. Le 14, les maximums de l'essaim météoritique des Géminides. Donc là, quelles seront les conditions pour ce jour? Alors, les Géminides, ça va vraiment être la pluie de météorites intéressante pour cette année. Pourquoi? Parce que les Géminides, c'est un essaim qui est un des plus beaux et des plus fiables de l'année. Pourquoi? Parce qu'il est relativement constant. Les prévisions concernant le taux horaire de météores est quand même relativement stable. Hein. Ça tourne autour de 100-120 météores par heure. Donc ça fait quand même à peu près 2 météores par minute. Donc là, voilà, en attendant rien qu'une minute, on peut déjà voir quelques étoiles filantes. Alors c'est un essaim qui est actif du 4 au 17 décembre. Et le radian, c'est près de Castor des Gémeaux, l'étoile Castor de la constellation des Gémeaux. Donc tout ça, c'est pas très loin d'Orion non plus. On en parlait tout à l'heure. La vitesse de ces étoiles filantes est de 35 km/s. Donc c'est une vitesse relativement lente hein, pour une pluie d'étoiles filantes. Je dis bien 35 km/s, c'est quand même assez rapide. Donc là, pour une pluie d'étoiles filantes, c'est quand même relativement lent, ce qui nous permettra de les apprécier. Le 15, la plus grande élongation ouest de Mercure. Donc là aussi, va-t-on pouvoir bien observer? Oui, alors donc l'élongation sera précisément à 11h29. La magnitude de Mercure sera de moins 0,4. Alors, c'est une magnitude qui est quand même relativement élevée, elle fait partie des astres les plus brillants du ciel, quand même, mais il faut compter au phénomène que Mercure sera d'une part relativement basse sur l'horizon, je précise l'horizon est, donc là où le soleil se lève, et d'ailleurs Mercure va précéder le lever du soleil de relativement peu de temps. Donc quand Mercure va se lever, en fait, les premières lueurs de l'aube vont commencer déjà à faire pâlir un petit peu le ciel nocturne, et il faudra quand même bien se concentrer pour arriver à voir Mercure. Voilà. Le 16, la comète Wirtanen va s'approcher au plus près du Soleil, de la Terre. Donc là, comment seront les conditions ce jour? Alors, les conditions seront vraiment très intéressantes. Il faut savoir que c'est l'une des 10 comètes les plus rapprochées de l'ère spatiale. Enfin, c'est ce qui est prévu. Hein. C'est également un des passages les plus favorables des 30 prochaines années. Alors, on rappelle quand même qu'on n'est pas à l'abri de petites surprises, parce que même si c'est l'une des plus favorables, on aura peut-être des comètes encore plus favorables que celle-ci.
Il faut savoir que donc, le passage au plus près de la Terre va être de 11,6 millions de kilomètres. Donc elle passera un petit peu plus loin que la Lune, en fait, de nous. Donc pour donner ses caractéristiques, environ, son noyau est très petit, environ 1 km de diamètre. Mais le noyau qui est solide, lui, est entouré d'une atmosphère gazeuse. Et c'est cette atmosphère gazeuse que l'on voit principalement. Et cette atmosphère gazeuse, elle est très 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 vaste. Actuellement, elle est aussi large que la pleine Lune. Donc c'est quand même très intéressant. Et on n'est pas encore au 16, hein, donc il y a encore 2 semaines avant qu'elle s'approche au plus près de nous. Donc on peut espérer qu'on la verra relativement bien à l'œil nu. Et voilà, donc elle va passer dans la constellation du Taureau. Le Taureau qui est dominé par l'étoile Aldébaran, une étoile de couleur rougeâtre, donc pas très compliquée non plus à observer, elle est assez brillante. Sa luminosité est comprise entre 6 et 15 fois la luminosité de l'astre le plus faible que l'on puisse voir à l'œil nu. Donc, normalement, ça devrait permettre de voir la comète à l'œil nu sans trop de difficultés. Après, évidemment, comme c'est un objet qui est relativement diffus, il faudra vraiment s'éloigner des zones urbaines pour être dans un ciel bien noir et pouvoir avoir un maximum d'intérêt à l'observer. Va-t-on pouvoir tout de même utiliser le télescope ou la lunette? Alors tout à fait, exactement. L'observation va être encore plus intéressante avec une bonne paire de jumelles. Ça sera même sans doute avec une bonne paire de jumelles que l'observation sera la plus intéressante parce que la comète est vraiment très large. Donc, dans l'objectif d'un télescope, elle ne rentrera pas en entier. Alors dans un télescope, on aura la luminosité en plus, c'est vrai, mais malheureusement on ne la verra pas entière. Dans une paire de jumelles, on aura déjà une très bonne luminosité, il n'y a aucune raison qu'on ne la voie pas, et elle rentrera normalement complètement dans le champ. Une petite lunette astronomique peut éventuellement être le maximum de l'instrumentation possible. Et va-t-on pouvoir faire de bonnes photos? Oui, tout à fait. Alors, donc, le 16, donc, lors du passage au plus près de la Terre, un petit peu avant également, ça sera le moment de faire des photos, le ciel sera bien noir. Il faut savoir qu'à partir du 22, on aura la présence de la Lune qui sera gênante, puisqu'elle sera en phase pleine. Et c'est dommage, parce que le 23... eh bien, la comète, dans la nuit du 23 au 24 décembre, la comète passe près de Capella, donc l'étoile brillante du cocher, et ça peut être une observation vraiment intéressante, mais la Lune sera un peu trop gênante peut-être. Juste avant, entre le 16 et le 17 décembre, donc justement au moment où elle sera au plus près de la Terre, eh bien la comète passera entre les Hyades et les Pléiades. Maintenant, le 21, ce sera le solstice d'hiver, et oui, déjà l'hiver. Et à l'aube de ce jour, Jupiter et Mercure vont s'approcher l'une de l'autre à moins de 1 degré de distance apparente visuelle. Donc, quelles seront les conditions? Alors, Mercure est un peu moins brillante que Jupiter. Jupiter aura une magnitude de moins 1,8. Elle est sortie de sa conjonction, Jupiter, c'est-à-dire le moment où la planète est derrière le Soleil par rapport à nous sur Terre. Conjonction qui a eu lieu donc le 24 novembre. Mercure, quant à elle, aura passé son élongation, donc les deux planètes seront vraiment très rapprochées l'une de l'autre visuellement. Ça sera un moment intéressant pour l'observation, effectivement. Après, comme les deux planètes seront très basses sur l'horizon, la turbulence limitera malheureusement les observations aux instruments. On va donc pouvoir maintenant passer à la troisième partie de cette émission, consacrée aux éphémérides des corps principaux du système solaire. Alors tout d'abord le Soleil, quelle a été son activité au mois de novembre et quelles sont les prévisions pour les mois à venir? Alors toujours très calme le Soleil, hein, toujours très calme. J'ai retenu quand même 2 pics, si on peut appeler ça des pics d'activité, entre le 8 et le 13 novembre. Alors c'était une microscopique tâche qui s'est déplacée, qui a évolué très légèrement, et puis qui finalement s'est estompée.
Un deuxième pic entre le 18 et le 24 novembre, où là on a eu un groupe de taches, alors pareil, des toutes petites taches. Tout cela n'a eu aucun impact et aucune activité majeure, évidemment. Sinon, le début du mois de novembre a été très calme, et la fin du mois également. Pour ce qui est de la Lune, le 7 décembre, elle sera nouvelle à 7h20 en temps universel. Le 15, toujours en temps universel à 11h49 pour avoir le premier quartier. Et puis le 22, ce sera la pleine Lune à 17h49. Pour ce qui est des planètes, Mercure sera visible à l'aube à partir du 6. Vénus sera visible en fin de nuit. Pour Mars, elle sera observable en première partie de nuit. Pour ce qui est de Jupiter, à partir du 10, elle sera visible à l'aube. Et Saturne au crépuscule jusqu'au 19. Ensuite, Uranus sera observable une grande partie de la nuit. Et Neptune, elle, aux instruments en première partie de nuit. Nous allons pouvoir terminer cette émission par cette quatrième partie, qui va donc être consacrée aux objets que l'on va pouvoir observer dans le ciel profond de ce mois. Alors, l'objet du ciel profond que j'ai particulièrement retenu pour le mois de décembre, on va commencer tout simplement. M42, la grande nébuleuse d'Orion, qui est très appréciée des amateurs débutants parce qu'elle est vraiment jolie, c'est la plus belle que l'on puisse voir dans notre ciel, et qui est très prisée aussi par les amateurs un peu plus professionnalisés qui aiment tester leur matériel en termes photographiques pour essayer de prendre les meilleures photos possibles dessus. Peut-être malheureusement un peu abandonné par les amateurs plus vraiment débutants, mais pas encore professionnels, pour d'autres explorations du ciel profond. Alors, M42, elle est relativement facile à observer, donc. Elle se trouve dans la constellation d'Orion, qui est très reconnaissable à sa forme de sablier, avec des côtés un petit peu distordus. Et dans cette constellation d'Orion, il suffit de trouver le baudrier, qui est juste en dessous de la ceinture d'Orion, qui est formée de 3 étoiles très serrées et alignées. C'est facile à repérer. Le baudrier, lui, est dans la deuxième moitié inférieure de la constellation d'Orion. Elle ressemble à une larme qui tombe vers l'horizon. Alors, comment l'observer? Une bonne paire de jumelles peut déjà suffire pour faire apparaître la nébuleuse. Évidemment, plus l'instrument sera important, c'est-à-dire plus l'ouverture sera grande, plus on collectera de la lumière, et plus la nébuleuse nous révélera des détails importants. Alors, un grossissement faible permet de l'observer dans son ensemble, à environ 50 fois, et un grossissement un peu plus important, si on monte à 100 ou 200 fois, on peut observer les étoiles qui la composent, et la structure la plus remarquable, c'est l'amas du trapèze, qui est formé par 4 étoiles, qui ont justement une forme ressemblant à la forme géométrique d'un trapèze. Alors, que peut-on observer avec un télescope? Alors avec un petit télescope, elle a une forme qui ressemble légèrement à celle d'un oiseau. On peut y distinguer une tache blanche qui est relativement diffuse avec des formes et une sorte d'ombre au centre. Et un télescope un peu plus gros permettra de la voir plus brillante. Et si on a en plus un grossissement important, eh bien on aura vraiment l'impression d'être dedans. Alors, si on a de bonnes conditions atmosphériques, que le ciel est vraiment bien noir, que nous sommes loin des zones urbaines, et qu'on ait évidemment un télescope important, eh bien on peut parfois deviner les couleurs de la nébuleuse. Alors, comme elle a une magnitude qui est quand même assez élevée pour une nébuleuse, même très élevée, on peut utiliser des filtres pour améliorer le contraste. Alors, ce que je remarque en particulier, ce serait plutôt les filtres UHC, qui est vraiment très bon sur cette nébuleuse. Également, à noter que le filtre O3 donne également de bons résultats. Et voilà que se termine cette émission.
Alors merci de nous avoir suivis. Alors on vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Alors n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez ainsi être alerté de leur parution. Et on vous souhaite bonnes observations à tous et à toutes.